je vous donne un petit peu sur la solution de l'exercice numéro 2. Alors, est-ce que tout le monde a fait ça chez lui ou bien vous n'avez pas regardé? Donc, vous voyez que pratiquement, c'est un peu le schéma du cours. Donc, on vous dit, on dispose d'un récepteur FM ayant une antenne d'impédance, donc 50 ohms. Donc, on vous donne la tension efficace aux bornes de l'antenne, c'est-à-dire aux bornes de la résistance, et on vous demande de calculer la puissance donc, de l'antenne. La puissance, évidemment, rayonnée par l'antenne. C'est la tension au carré sur l'impédance et ça donne 5 fois 10 puissance moins 13. Voilà, donc, oui, ok, d'accord. Donc, ici, on vous dit de, alors, calculer la puissance du signal au niveau de l'antenne en watts. Donc, ça veut dire que vous allez calculer directement ce calcul-là. Ok, donc vous avez, donc si vous, donc au niveau, donc déjà, donc vous dites donc que la tension aux bornes donc, de votre antenne, c'est V2 sur R, n'est-ce pas? Et là, donc si vous calculez, vous allez trouver donc 0,0. Vous trouvez, oui, mais là c'est en watts, donc vous allez trouver 0,5 picowatts. Tout le monde voit comment on fait, donc vous voyez, donc c'est pas très compliqué. Il suffit donc d'écrire V2 sur R. Vous connaissez V2, donc c'est 5 micros au carré. Et donc vous faites le calcul. Donc on va trouver 0,5 pour ceux qui sont en train de rentrer, parce que je vois qu'il y a ceux qui viennent d'arriver là. 0,5. Donc attention, c'est des picowatts. 0,5 picowatts. Alors maintenant, on veut exprimer cette puissance en dB. Qu'est-ce qu'il faut faire? 10 le log de 10 de la puissance. Ça donne moins 123, je pense, décibels. Donc, ça veut dire que maintenant, il suffit de prendre donc, 10 log de 10 de cette valeur que vous venez de trouver. Et alors, donc, vous trouvez bien, effectivement, moins 123 dB. Alors, maintenant, on veut des dBm. Alors, quelle est la différence entre dB et dBm? C'est la même chose, monsieur, juste que la valeur de 10 log 10 qu'on en milli, 10 puissance 3. Sauf que tout à l'heure, la référence, c'était les watts. Maintenant, la référence, c'est milliwatts. Milliwatts. Donc, ça veut dire que c'est milliwatts. D'accord. Donc, ça veut dire que vous allez donc prendre vous avez trouvé 0,5 10 puissance moins 12 watts, vous le convertissez en milliwatts. Donc, vous allez trouver 0,5 10 puissance moins 9 milliwatts. Et à ce moment-là, vous prenez, comme tout à l'heure, le 10 log de 10 de cette valeur-là. D'accord? Et vous trouvez combien? Moins 93. Voilà, donc vous trouvez moins 93 dBm. D'accord. Alors maintenant, la quatrième question, on vous dit le signal est amplifié de 6 dB. Quelle est la puissance du signal en sortie de l'amplificateur en dBm et en milliwatts? C'est-à-dire que vous allez donc le convertir en milliwatts par la suite. Alors, vous trouvez combien? Est-ce que tout le monde a compris ça? Si ce n'est pas compris. Normalement, moins 93 plus 6, c'est ça? Plus 6 dB, oui. Ça vous fait donc ici, moins plus, ça vous fait donc? Moins 87. Est-ce que tout le monde suit ou bien il y a... Je ne sais pas si tout le monde est en train de suivre ou bien...
Alors, il faut réagir un peu, me dire si c'est bon, on continue, si c'est pas bon, me dire là où il y a un petit problème. C'est trivial, hein, il y a pas, c'est vraiment, c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Donc, OK, donc vous trouvez moins 87 dBm, donc évidemment, vous revenez en arrière, là, donc, et vous allez trouver 2 10 puissance moins 9 milliwatts. Allez, si tout le monde donc a vu ça, on va avancer un peu plus loin. Donc alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice numéro 2? Non, monsieur. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va entamer donc l'exercice numéro 3. Donc, alors, dans l'exercice numéro 3, donc, vous voyez, on vous donne donc le signal FM avec ses caractéristiques et on essaye juste de comprendre si à partir de la forme générale d'un signal FM, vous pouvez donc en fait identifier la fréquence donc, du signal modulant, donc identifier donc ici l'indice de modulation, les composantes spectrales du signal FM, etc., etc. Donc, vous voyez tous les A, B, C, D, c'est juste pour étudier les éléments contenus donc, dans votre signal FM. Donc, le premier élément, si on vous donne S de t égale grand V cosinus d'une valeur à l'intérieur du cosinus, déjà, si on vous parle du signal modulant, vous devez chercher à l'intérieur donc du cosinus. Donc, à l'intérieur du cosinus, qu'est-ce qu'on a? On a oméga 0t plus n sinus grand oméga t. Qu'est-ce que c'est que grand oméga? On avait dit, donc ici, vous voyez que c'est à ce niveau-là que vous avez votre signal modulant. Donc, votre signal modulant, c'est sinus grand oméga t, avec évidemment une amplitude qui est comprise dans petit m, qui est le taux de modulation. Donc, si on vous dit de calculer la valeur de la fréquence, vous allez la tirer directement à partir de ce signal-là. Alors, donc c'est quoi? Donc, ici, donc on vous a donné la formule, on vous a dit F, c'est grand oméga sur 2pi. Donc, il suffit juste de la calculer. Alors, grand oméga sur 2pi, ça vous fait quoi? Monsieur. Oui, alors rapidement, oui. Monsieur, on a l'oméga, donc on ne peut pas la calculer avec l'indice delta F. Bien sûr, c'est le but. Donc c'est 1 égale delta F sur FBF ou 1 de FBF. Donc le but, c'est d'utiliser effectivement, dans ce cas précis, donc, alors utiliser uniquement les données que vous avez là. Donc vous avez le delta F, vous avez le M, et donc vous pouvez dégager grand F. Ah, désolé, monsieur. Oui. Il y a certains étudiants, la réunion. Il faut juste les accepter, s'il vous plaît. D'accord. Donc, attendez, parce que comme quand je vous mets ça en partage,
j'arrive pas à voir les questionnaires. Donc, je vais sortir d'ici. Je vais enlever le partage. Alors, comment je vais faire pour... Allô? Il n'y a personne là? Ça va? Vous arrivez? Est-ce que tout le monde a compris comment calculer f? Oui, monsieur. Tout le monde connaît la formule. M égale delta F sur grand F. Sur grand F, c'est-à-dire le F qu'on veut calculer. Donc, le delta F, il est donné. Donc, vous pouvez calculer M est donné, delta F est donné. Donc, vous pouvez calculer votre fréquence du signal modulant. C'est bon? Tout le monde a fait ça? Oui, monsieur. Allez, maintenant, on va aller dans la deuxième question. La question B. Alors, la question B, c'est un peu... Normalement, si vous avez regardé un petit peu votre cours, vous voyez, c'est dans le cas où M est petit devant 1. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit quand on a travaillé sur la modulation de fréquence? On avait dit qu'il y a deux cas. Il y a le premier cas où M est petit devant 1 et l'autre cas où M est grand devant 1. Donc, selon qu'on est dans un cas ou dans l'autre, la démarche pour étudier les composantes, elle est différente. La démarche est différente. Alors, nous sommes ici dans le cas numéro 1, c'est-à-dire que M
est petit devant 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Est-ce que, donc, dans ce cas-là, on va utiliser le premier cas. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit lorsque m est petit? On avait dit qu'on va décomposer le signal, mais en faisant attention que si m est petit, donc on peut faire donc un développement du premier ordre de cosinus et de sinus. Vous vous souvenez? Oui, monsieur. Donc, en faisant donc le développement limité premier ordre, donc vous remplacez cosinus x par quoi? Cosinus x égale 1 moins x. Vous avez cosinus x et sinus x. Donc, vous allez faire premier ordre, donc vous allez développer et vous allez trouver cosinus x égale et sinus x égale. Je ne vous donne pas la solution, vous devez donc la trouver vous-même. Monsieur, cosinus x c'est 1 moins x et sinus x c'est x. Voilà, sinus x égale à x, cosinus x égale, par contre, vous vous trompez. 1 moins x. Donc, cosinus x, vous dites c'est 1 moins x2 sur 2. Je vous l'ai donné là, hein. Regardez bien sur votre texte, il est donné. Je vous ai donné, donc ici, on utilise le développement limité du second ordre, cosinus x égale 1 moins x2 sur 2, et sinus x égale x pour x inférieur à 1. C'est la question D. C'est quand vous allez regarder la question D, je vous l'ai donné. Donc, il fallait juste le prendre. Donc, on va remplacer, donc on va prendre notre signal et on va remplacer par ces deux valeurs. Et donc, vous allez trouver, évidemment, ce que nous avons déjà trouvé dans le cours. Donc, il suffit de regarder le cours. Vous avez les trois composantes. Donc, sauf que les deux composantes sont, l'amplitude des deux composantes sont, est-ce qu'elles ont la même amplitude? Les deux on va trouver donc trois composantes là. Opposé. Voilà, donc on va trouver trois composantes. La première, c'est la composante donc, qui est l'arrêt de notre porteuse. Et les deux latérales supérieures et inférieures, ils ont la même amplitude, mais une, elle est positive et l'autre, elle est négative. Mais sinon, c'est la même amplitude. D'accord? Allez, maintenant, on vous dit en déduire l'encombrement spectral du signal FM bande étroite. C'est-à-dire que dans ce cas-là, quelle est la bande? Évidemment, la bande, vous prenez la fréquence supérieure et vous retranchez la fréquence inférieure et vous trouvez votre bande. Donc, c'est quelque chose qui est très, très simple. Donc, on vous demande, vous voyez, si j'ai donné la question, si je vous ai donné cosinus x et sinus x, c'est uniquement pour vous dire que à partir de là, normalement, tout à l'heure, je vous ai donné ça, mais je ne vous ai pas explicité la chose. Dans le premier cas, on a dit que m est petit devant 1, on ne va pas utiliser le développement limité du second ordre. On va utiliser le développement limité du premier ordre. Souvenez-vous, on avait dit, on va utiliser le développement limité du premier ordre. Et dans le premier ordre, nous avons cosinus x qui va être égal à 1 et sinus x qui va, lui, rester égal à x. Donc, vous voyez, donc si vous augmentez m, par contre, donc vous allez utiliser le second ordre que vous avez ici. Alors, il ne faut pas vous tromper. Donc, dans la première question, il fallait juste mettre cosinus x égale à 1 et sinus x égale x.
Et lorsque vous augmentez, donc vous allez utiliser le second ordre. À ce moment-là, si vous faites le second ordre, le développement ne va plus vous donner 3 raies, mais il va vous donner plus de raies. Alors, celui qui a terminé ça, donc s'il a terminé, il pourra nous donner les valeurs qu'il a trouvées si vous voulez aller aux valeurs. Alors, donc, si vous avez, donc ici, c'est des calculs, hein, vous devez calculer, donc je ne vais pas on ne va pas perdre notre temps à faire que des calculs. Les calculs, c'est du développement, donc vous allez développer ça. Donc, vous voyez que finalement, toujours, ça revient, c'est toujours la même chose, sauf que maintenant, il faut savoir évidemment, si on vous demande d'utiliser telle ou telle formule, il faudra donc bien utiliser la formule. Donc, vous voyez que en bas, donc, c'est une fois que vous avez trouvé la formule générale, on vous dit il suffit de remplacer M égale 0,7 et V égale 1 volt. Et vous allez donc trouver les différentes raies qu'il y a dans votre spectre. Après, on vous dit en déduire la puissance moyenne P. Donc, c'est exactement le même calcul que nous avons fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, le V de tout à l'heure, c'est S de T ici. Donc, ça veut dire que vous allez, comme S de T, il contient chaque raie. Donc, chaque raie va dissiper dans R une puissance. Donc, vous allez calculer toutes les puissances de chacune des raies, faire la somme ensuite. Alors, après, on vous dit maintenant, et rappeler l'expression précise de la puissance moyenne P0 du signal FM. Donc, évidemment, on considère que le signal FM, c'est S de T, il a une amplitude grand V. Donc, vous voyez, ça revient exactement au calcul de tout à l'heure, hein, donc V2 sur R, et vous calculez, sauf que donc, vous avez votre puissance moyenne qui est calculée comme ça. Donc P0, c'est très simple, vous mettez V2 sur R, et le reste, la première question, vous avez développé S de T où vous avez toutes les raies, et chaque raie, donc V1, V2, V1, chaque raie va vous donner une puissance P1, P2, Pn, et vous faites la somme pour trouver donc la puissance totale dissipée dans R, donc en faisant ces calculs. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire là? Allô? Monsieur, vous pouvez répéter la question F. La question V, on vous dit en déduire la puissance moyenne P que dissiperait S de T dans une résistance R. S de T, on vient de le calculer et on vient de représenter son spectre pour M égale 0,7 et V égale 1 volt. Ça veut dire que c'est une suite de raies qui aura donc les amplitudes, comme on avait dit tout à l'heure, les amplitudes V1, V2 jusqu'à V7, puisque vous avez ici donc à peu près cette raie. Donc, mais souvenez-vous, on avait dit que
lorsque on calcule ici m égale 0,7 et v égale 1, il suffit de développer en tenant compte que cosinus x égale 1 plus x2 sur 2 et sinus x égale x. Donc, c'est à partir de là qu'on va trouver S de t. Donc, vous allez trouver S de t qui contient plusieurs raies. Tout à l'heure, premier ordre, je vous ai dit c'est le cas le plus simple, on a 3 raies. Mais après, vous augmentez m, donc en fonction de m, vous aurez plus ou moins un certain nombre de raies, c'est beaucoup plus que 3 raies. Donc, si vous prenez m égale 0,7 et vous prenez v égale 1 volt, vous voyez, grand V est égal à 1 volt, donc vous voyez que S de t va être sigma de sinusoïde. Donc, c'est sigma de sinusoïde, chaque sinusoïde aura une amplitude et une fréquence. Donc, à ce moment-là, vous prenez chacune et vous calculez V de cette raie sur R2 plus V de l'autre raie sur R2, etc., jusqu'à ce que vous calculez toutes les raies. Et là, vous faites la somme, c'est ça la puissance moyenne que dissipe SD dans une résistance R. Maintenant, on vous dit, rappelez l'expression précise de la puissance moyenne P0 du signal FM S de T d'amplitude V. Donc maintenant, si vous prenez V qui est égal à 1 volt, donc vous allez trouver directement V2 sur R qui est la puissance de S2. Et vous comparez évidemment la puissance P0 à la puissance P et en faisant le rapport P sur P0, donc évidemment pour M égale 0,7. Donc ici, donc, si vous avez, il suffit de faire ces calculs, faites-le chez vous. Et si vous trouvez des difficultés sur le calcul, vous me le dites. Mais on ne va pas faire tous ces calculs parce que sinon l'heure ne va passer rien qu'à faire les calculs. D'accord? Oui, monsieur, merci. Allez, maintenant, si tout le monde a son texte, donc vous allez à l'exercice numéro 4. Est-ce que vous voyez l'exercice numéro 4? Oui, monsieur. Donc, je suis en train de le partager avec vous. Donc, vous voyez ici, c'est à peu près les mêmes questions tout le temps, mais on voit ça sous une autre forme. Donc, on vous dit, on souhaite moduler une porteuse dont la fréquence est égale à 10 kHz et dont l'amplitude, je l'appelle SP, par un signal sinusoïdal de 100 Hz d'amplitude 1 volt. Donc, vous voyez, on vous donne la porteuse et on vous donne le signal modulant. On vous dit écrire l'expression mathématique du signal modulé en fréquence. Donc, ici, on vous dit écrire . Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Quand je vous donne des paramètres ici. Donc, je vous donne FP, je vous donne SP, je vous donne la fréquence grand F, je vous donne l'amplitude du signal modulant. Ce sont ces éléments-là que vous devez utiliser ici pour me donner l'expression mathématique du signal modulé. D'accord? Ne regardez surtout pas ce que j'ai écrit en bas là, c'est une autre question.
Alors, est-ce que c'est facile, ça? Normalement, tout le monde va... C'est très simple. Oui? C'est pas égal à SP fois Oui. cosinus de oméga 0 fois t Oui. plus m fois sinus de grand oméga fois t. C'est ça. Donc, avec grand oméga égal, petit oméga égal, grand oméga égal, Petit oméga égale à 2p fp petit oméga, égale à 2p fois fp, la oui, fréquence de porteur. d'accord, avec Fp égale 10 kHz. 10 kHz, oui. Très bien. Et Et, grand oméga 2p f0 t'as le signal modulant. d'accord. Et alors, et M, M, c'est l'indice de modulation qui est égal à K fois V. V, c'est l'amplitude à on dit général, oui, oui, KV, oui. V, c'est l'amplitude à le signal modulant. Oui. Sur FM. sur la fréquence du signal modulant. Yes. OK, bien. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on vous donne un signal qui est modulé en phase. Donc, vous voyez, le signal qui est là, c'est un signal modulé en phase. Souvenez-vous, on avait dit le signal modulé en phase et le signal modulé en fréquence suivent une même loi, puisque c'est des modulations angulaires. Ils ne sont pas identiques, il ne faut pas dire qu'ils sont identiques, mais ils suivent la même loi. Ça veut dire que lorsque l'un il est modulé par le signal, l'autre il est modulé par l'intégrale du signal. Et l'inverse, lorsque l'un est modulé par l'intégrale du signal, l'autre par sa dérivée. Donc ça veut dire que, en fait, vous avez le même phénomène, c'est le même et unique phénomène, sauf que l'un utilise le signal dérivé et l'autre utilise le signal intégré. Donc, ça veut dire que si on prend le signal et qu'on l'intègre et qu'on fasse sa modulation, on va retrouver pratiquement l'autre modulation. Donc, les deux modulations plus ou moins, se retrouvent à une dérivée ou à une intégrale près. D'accord, ça c'est la définition que nous avons donnée dès le début, donc il ne faut pas l'oublier. Donc alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On vous dit, considérons donc Vm de t qui est un signal modulé en phase. Donc ce signal, on donne sa forme, donc c'est 2πf, 2pt, ça c'est la partie de notre porteuse, et on a dit k fois θ de t. Alors, mais qu'est-ce que c'est que θ de t? On avait dit donc θ de t, c'est notre signal, c'est comme si on avait dit ks de t. Nous, on a l'habitude de dire ks de t, c'est-à-dire que s de t étant le signal modulant. Ici, il l'appelle θ de t, c'est leur problème. Hein? Et ce θ de t, il est donné, c'est l'essentiel, c'est qu'il est défini. C'est grand V sinus 2π Fm, donc vous voyez, c'est la fréquence modulante, t. Et on vous donne aussi la valeur du K. Donc, si on suppose que S de P égale 2 volts, F de P égale 10 kg, F de M égale 100 kg, alors, donc, connaissant la relation trigonométrique que vous avez là devant vous, décomposez Vm de T et commentez le résultat. Alors, donc, comment vous allez donc décomposer? Donc, vous voyez qu'en faisant ce travail, pratiquement, c'est un peu le travail de tout à l'heure, sauf que dans ce cas-là, on est en modulation de phase, mais c'est toujours la même chose. Hein. Alors, donc la première, donc vous utilisez la forme trigonométrique. Alors, en utilisant cosinus A plus B, cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B, qu'est-ce que vous trouvez? Donc, vous trouvez S de P cosinus de pi fp de t, cosinus θ de t, moins S de P sinus pi f de t, sinus θ de t. Donc, vous avez cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Alors, donc, qu'est-ce que cela veut dire?
Hein, si vous regardez comme ça, Une modulation d'amplitude, non? alors pourquoi? Parce que la porteuse d'énergie est modulée cosinus, je pense, θ de t, c'est ça. Donc, on a ici le produit de la porteuse avec le signal modulant. Quand on a le produit comme ça, donc c'est une modulation d'amplitude A. Alors, la modulation d'amplitude, c'est pas ça. C'est S de P facteur de 1 plus M, etc., cosinus oméga P de T. Donc, si on enlève le 1 et on met directement sinus cosinus, c'est-à-dire on met directement, ça, on appelle ça, c'est une modulation d'amplitude, d'accord, mais... De la porteuse. Et oui, c'est la modulation de la porteuse. C'est toujours la porteuse qu'on module, hein, c'est l'un des paramètres de la porteuse, le paramètre amplitude de la porteuse. Dans ce cas-là, on dit que c'est une modulation à porteuse supprimée, parce que la porteuse n'existe pas. Vous avez ici S de P cosinus, cosinus θ de T, et sinus de Pf de T, sinus. Donc, vous n'avez pas, vous avez directement, c'est ce qu'on appelle la modulation d'amplitude à porteuse supprimée. D'accord? Monsieur, je n'ai pas compris la question. Donc, lorsque vous avez décomposé, c'est-à-dire vous avez utilisé votre forme trigonométrique, vous avez trouvé donc une différence de produits. Oui, monsieur. Cosinus, cosinus, sinus, sinus. Voilà. Chacun de ces produits contient deux termes. Il contient le terme porteuse et le terme modulant. Donc, c'est comme si vous avez pris la porteuse, vous l'avez multipliée par le modulant. Et dans un cas, c'est un sinus, dans l'autre cas, c'est un cosinus, mais c'est toujours, le sinus, c'est toujours la porteuse, et le cosinus, c'est la porteuse, hein, cosinus de πft, qu'elle soit sous forme sinus ou cosinus, c'est les porteuses. Et cosinus θ, sinus θ, que ce soit cosinus θ ou sinus θ, puisque θ, c'est lui qui porte l'information, donc vous avez ici, donc sinus θ et cosinus θ, c'est les signaux modulants. Oui. D'accord, donc en quelque sorte, si vous voulez, en premier ordre, quand on regarde le produit d'une porteuse par un signal modulant, on appelle ça une modulation d'amplitude. C'est par définition, la modulation d'amplitude, c'est le produit de la porteuse par le signal modulant. Ah, d'accord, monsieur. Donc, c'est une différence entre deux modulations d'amplitude. Donc, ici, c'est la différence entre deux modulations d'amplitude. Oui, monsieur, c'est clair. Merci. Donc, maintenant, on vous dit, supposons que cosinus M de sinus A, je le développe en série de Bessel. Donc, si je dis cosinus M de sinus A, comme tout à l'heure, on vous a donné le trigonométrique. Ici, on vous donne la décomposition de cosinus et sinus en fonction des fonctions de Bessel J1, J0, J1, J2 jusqu'à Jn. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand vous allez remplacer θ par sa valeur, qui est égale à V sinus de πfm de t, vous allez donc trouver deux termes. Le premier, il est en cosinus et le deuxième en sinus. Donc, vous allez remplacer cosinus et sinus par leur valeur. D'accord? Oui, monsieur. Donc, vous allez donc décomposer ça. Et si vous allez décomposer ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous allez trouver les valeurs. Alors, donc ici, donc vous voyez, sachant que M, donc ici, à partir du graphique suivant, calculez approximativement les coefficients de Bessel, G0, G1 jusqu'à J5.
si l'amplitude du signal modulant est V égale 0,5 volts et V égale 2,5 volts. Donc ici, on vous a donné, voilà les fonctions de Bessel. Donc vous voyez, les fonctions J0, J1, J2, voilà comment elles sont faites. Et on vous demande de... Alors évidemment, le taux de modulation, c'est ce que vous avez en abscisse. Oui, monsieur. Donc on vous dit, alors si vous regardez par exemple sur ces valeurs-là, si vous regardez m égale à 1, donc vous voyez que m égale à 1, ça veut dire que vous êtes au milieu ici, entre 0 et 2. Vous voyez la souris que je suis en train de faire? Donc vous êtes à ce niveau-là, vous êtes à ce niveau, vous tracez une parallèle et vous coupez donc ici votre fonction et vous venez ici lire la valeur de J1, parce que J1, c'est cette fonction-là. Donc, si vous êtes ici à 1 et vous montez jusqu'en haut, là, lorsque vous allez couper J0, donc vous venez ici et vous lisez la valeur de J0. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, ça veut dire que vous prenez votre m égale à 1, vous le placez ici, vous tracez une parallèle à l'axe et vous lisez les points qui correspondent ici aux fonctions. Donc, par exemple, ce point qui est ici, ça sera donc J3, celui-là c'est J2, celui-là c'est J1, de 1. Alors, il faut bien faire attention, m égale à 1. Donc, si on vous demande de faire m égale à 2,5, vous faites la même chose. Donc, 2,5, vous êtes ici à peu près. Donc, là, vous voyez 2, alors 4. Donc, ça veut dire que je suis ici à 2,5, 3. Donc, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que chaque élément ici coûte 4. Donc, ici, 1 et à peu près ici. Donc, vous voyez ici, vous tracez votre droite et vous allez lire les courbes que vous allez, les points que vous allez trouver. Donc, si vous prenez une règle et que vous tracez comme je viens de vous dire, donc vous allez pouvoir lire, donc à partir de cette figure, vous allez pouvoir lire approximativement les fonctions J0, J1, etc. Bon, rapidement, donc je vais donc vous donner un petit peu les valeurs que j'ai relevées ici. Alors, attendez, donc c'est celle-là. Donc ça va être J0, ça va être là. Donc ici, ça doit être comme ça. Donc J0, c'est 0,72. Vous vérifiez si vous trouvez la même chose. Hein. Alors, J1, ici, là. Ça tombe à peu près là. C'est 0,46. J1, c'est 0,46. J2. J2, c'est celui-là. Je suis à peu près ici. C'est 0,1. Donc, J2, c'est 0,1. J3 maintenant, J3, elle est là. J3, c'est ici. J3, je trouve à peu près 14. Ouais, 0,14. 15 peut-être, oui. Attendez, il y a une erreur ici. Ah non, c'est faux ça.
C'est faux, c'est faux, c'est faux. Bon, J2, oui. J2, ça tombe à 1. Mais G3, je crois qu'il y a une erreur. Hein, G3. G3, c'est ici. Alors, donc, attendez là. 0, 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est 0,015, pas 0. C'est pas 0,15, hein? C'est 0,015. Bon, G4, c'est G3, G4. G4, c'est 0. Après, il n'y a que des 0 après. G4 et G5, c'est des 0. Bref, vous avez la courbe, vous scannez la courbe, vous essayez de voir. Et finalement, faites attention à l'échelle parce que c'est ça qui risque de nous faire des erreurs. Donc, quand vous faites comme ça, vous voyez que le G3, il est là. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très petit. Et quand vous êtes J2, vous êtes bien là, oui, ça vous donne un 1. Mais l'autre, ce n'est pas 0,15, ce n'est pas plus grand que 1. Donc, il y a une erreur là-bas. Faites attention, le J2, le J3 n'est pas bon. J4 et J5, c'est 0, c'est OK. Est-ce que vous avez compris comment vous trouvez les valeurs? Allô? Oui, monsieur. Oui. Ça va? Vous pouvez vous en sortir? Vous pouvez le faire tout seul? Oui, monsieur. Très bien. Monsieur, la valeur est 1. Je dois savoir. Voilà, vous placez le M et vous placez la parallèle à l'axe des abscisses et vous lisez sur cet axe les valeurs où vous coupez la courbe. Si vous coupez G0, G1 ou G2, vous la coupez quelque part et vous lisez le point qui correspond à cette coupure-là. Non, monsieur, je vais aller sur l'amplitude qui apparaît dans la question. Oui. Ah, d'accord. Alors, quand vous changez V, et V05 et V, vous calculez, évidemment, vous calculez M. Oui, monsieur. C'est ça qui compte. Alors, donc, si, par exemple, vous regardez un... Alors, ici, on vous dit, vous voyez, ici, si vous regardez un tableau qui correspond à ces valeurs sur votre évidemment, vous savez qu'il existe des tables, donc qui donnent ces valeurs-là. Donc, qu'est-ce que vous allez regarder? Donc, vous allez regarder les valeurs, donc G0, G1, etc. pour 1. Donc, vous voyez pour M égale à 1. Donc, les valeurs sont légèrement différentes des valeurs. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Le G3, c'est 0,02. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, c'est 0,015. Donc, ici, qu'on a trouvé en haut. Ce n'est pas 0,15. Donc, bien que le J2, c'est plus ou moins correct. Donc, ces valeurs à peu près, donc on retrouve à peu près ces valeurs. Bon, ici, il y a la précision du G4 qui est 0,00. Nous, on avait dit que dès que ça commence à venir à ce niveau-là, c'est très difficile. Donc, vous voyez que pour M égale, vous avez ces valeurs. Et vous avez trouvé donc les valeurs ici à partir de ça. Donc, vous allez comparer ces deux valeurs-là. Donc, de même, vous voyez que lorsque vous faites M égale 5, vous allez retrouver donc les fonctions de Bessel. Donc, J0, J1, J2 pour M égale 5 qui ont ces valeurs que vous avez ici. Donc, alors à ce moment-là, on vous dit donc de tracer le spectre correspondant pour les deux cas en indiquant clairement l'amplitude des raies et des fréquences. Évidemment, donc si vous faites le graphe donc ici, ne pas oublier donc évidemment que donc, vous voyez, quand vous dit lorsque... Alors, donc, il y a deux cas. Hein, il y a le cas où vous avez M égale à 1, donc l'amplitude. Donc, si vous remplacez M égale à 1, donc la porteuse
Ça veut dire que l'amplitude de la porteuse est égale à 1. Donc, alors, ça veut dire tout simplement qu'il faut multiplier par cosinus m sinus alpha. Donc, ça veut dire que vous allez obtenir, donc ici, les valeurs. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est que nous avons donc J0 de 1. Alors, si je prends par exemple le cas ici pour m égale à 1, donc je vais regarder J0 de 1. J0 de 1, c'est la fréquence. J0, si vous regardez, bon, je ne sais pas si je peux dessiner ici. Non, je ne peux pas dessiner avec ce... Bon, je ne peux pas dessiner. Donc si vous, je vous dis simplement ce qu'il faut faire. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez donc... Monsieur, Oui. quel est le tableau blanc normalement? Mais si je sors, si je vous enlève ça, je ne suis plus en contact avec vous. Voilà. Je ne peux pas faire les deux. Est-ce que je peux faire le tableau et en même temps visualiser ça en partage? Oui. Alors, donc, je vais enlever déjà ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, voilà. Peut-être ici. Est-ce que j'ai le tableau ici? Cliquez sur les 3 boutons, Pardon? les 3 points. L'icône, il y a 3 points. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Pas tout à fait. Tout en haut. Il y a un tableau, oui. C'est bien. Donc ici, ouvrir un tableau. Ouais. Est-ce que je peux écrire dessus? Je ne sais pas. Oui, mais ça peut poser. Ah non, ça n'écrit pas. Non, j'arrive pas à écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais voir ici. Monsieur, il faut juste choisir un stylo d'abord. À Ouais, gauche. La gauche, monsieur. ouais, j'ai trouvé. Renommer le stylo. Alors, non. Ok. Ah non, ça ne marche pas. Donc ici, à gauche. Dans la barre à gauche, monsieur. À gauche, à gauche. À gauche. Sélectionnez un stylo au lieu de la souris. Avec la flèche. À gauche, il n'y a rien. À gauche, qu'est-ce qu'il y a? هذيك لا بار وين كاين le stylo. D'accord. D'accord. Donc là, il y a un stylo ici. Ah, d'accord. Donc il y a... Voilà. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'arrive pas. Hein. Non, je ne sais pas pourquoi. À moins que c'est mon stylo qui commence à vieillir, comme moi. Je vais pas à faire fonctionner le stylo ici. Peut-être que c'est un problème.
Ah, monsieur, normalement, le stylo marche à partir de la souris, mais chez le clavier. ليش لا سوري ça fait rien donc bon alors attendez je peux faire une chose est-ce que je peux pas sortir je vais Je crois que bon, on va perdre trop de temps comme ça. Il vaut mieux donc que je vous dicte un petit peu les choses que vous essayez de faire vous-même. Non, je pense que c'est peut-être mon stylo qui ne marche pas. Bon, ça fait rien. Bon, regardez. Ce que vous allez faire, vous allez tracer donc deux axes, l'axe des fréquences et l'axe des amplitudes. D'accord? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, vous tracez deux axes comme ça. Hein, l'axe des abscisses, c'est l'axe des fréquences. Et l'axe des amplitudes, c'est pour avoir les amplitudes des raies. Donc, au milieu, vous mettez au milieu donc la raie qui correspond à notre, si vous voulez, qui correspond à notre porteuse. Donc, cette raie, elle a l'amplitude G0 de 1. Je prends le cas de m égale à 1. Hein. Puisque dans le cas de m égale à 1, on avait dit l'amplitude de la porteuse est égale à 1. Donc ici, G0M. Donc ça, J0M, c'est-à-dire vous mettez J0 de 1, c'est la porteuse. Et alors, donc AM à FP plus FM et à FP moins FM. Donc vous voyez, de part et d'autre de J01, vous allez trouver G1 de 1 des deux côtés. Alors donc maintenant, vous allez les niveaux de J01 et les niveaux de J1 de 1, évidemment, ne sont pas les mêmes puisqu'ils sont calculés à partir de notre table ici, qui est égale, donc vous voyez, à partir des valeurs de J0. J0 et J1 sont différents. Donc vous donnez la valeur de J1. Par exemple, dans le cas m égale à 1, on a J1, c'est 0,44, alors que J0, c'est 0,765, si vous regardez les valeurs que vous avez plus ou moins calculées. Certains ont trouvé 72, d'autres ont trouvé 76, ça dépend. Donc, après, vous allez maintenant vous décaler encore de FM, c'est-à-dire FP plus 2FM et FP moins 2FM, vous allez trouver les raies J2, J2 de 1. Et ainsi de suite. Donc, vous décalez maintenant, au lieu de faire FP plus 2FM, vous allez faire FP plus 3FM. FP plus 3FM et FP moins 3FM, vous allez donc retrouver encore les raies de J3,1.
Alors, J3,1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est 0,02. Donc, vous voyez que ça descend très, très bas. Et G4, ce n'est pas la peine de faire, c'est 0, carrément 0. Donc, ça veut dire que si vous regardez maintenant le spectre, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raies. Allô? Allô? Oui, monsieur, c'est clair. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir en faisant ça? Oui. Pardon, monsieur. Madame, oui? Est-ce que je peux partager mon écran pour voir est-ce que mon dessin est juste? Bien sûr. Merci. Ça permet que tous vos camarades le voient. Alors, donc ici, il faudra voir ça. Vous avez fait le partage, là? J'ai rien, hein? Une seconde. Normalement, c'est bon. J'ai fait le partage. Ah, je ne l'ai pas reçu. Alors, attendez voir. Ah. Alors, vous êtes où? Ah, très bien. Là, j'ai reçu. Oui. Là, je le reçois maintenant. C'est bon. Eh bien, voilà, c'est très, très bien. Sauf que vous n'avez pas... Oui, c'est bon. Ouais. Alors, donc, vous avez FP plus FM, bah, FP plus 2 FM, FP plus 3 FM. Ça, vous avez compris. Pour les raies. D'accord. Et on a J0, J1, J2, J3 et J5. Et l'autre est égal à 0. Donc, le dernier, c'est pratiquement 0, 0, 0. Donc, ok, d'accord, c'est bien. D'accord, merci. Est-ce que tout le monde a vu ça? Allô? Est-ce qu'il y a du monde dans le... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, donc... qui c'est qui a mis le... Alors, donc ici... D'accord. Bon. Juste une petite question. Alain. Oui, allez-y, monsieur. La question numéro 2. Avant 2. Essayez d'enlever le micro parce que ça, ça gêne. Arrêtez. Pardon. Alors, je La n'ai première pas... question, c'est l'expression du signal modulé en fréquence. L'indice de modulation vient M fois V sur K fois V sur F1. La première question, on est fait de l'exercice ou là, l'exercice lourd? Non, mais c'est l'exercice. Fait de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La première question, c'est l'expression du signal modulé en fréquence. Le M, l'indice de modulation, vient M. Le taux M, oui. K fois V sur F1. Non, pas V. Donc, c'est quoi l'expression? Alors, donc, l'origine. Comment on définit la modulation de fréquence? On la définit par sa fréquence. Oui, monsieur. On dit que le signal modulé en fréquence, à chaque instant,
on va écrire sa fréquence instantanée. Qui va نكتبوها FI égale FP plus K fois S de T. S de T. هنايا في الاس دو تي تاعك كاين لو في اللي راك تحكي عليه. Ah oui, monsieur. Puisque S de T c'est V sinus quelque chose. Donc ça veut dire هنا عندك le V تاعك, le V هذاك c'est KV. Oui, monsieur. Maintenant, pour arriver à écrire le signal lui-même, pour arriver au M, vous êtes obligé d'intégrer votre signal. Oui, monsieur. Donc, جينا FM. بعد يجيك quand vous allez intégrer, يجيك la fréquence qui est dans le sinus, يجيك comme FM, donc au dénominateur. Oui, monsieur. C'est la dérivée, c'est l'intégrale qui vous donne ça. C'est 1 sur FM. Évidemment, il y a la constante qui est là, qui part, parce que quand vous allez arriver à oméga, vous êtes obligé de multiplier par 2pi, donc 2pi roho, et donc voilà. D'accord, monsieur, merci. Allez, maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sigle de l'ISTHB qui est là. Il est en partage, celui-là? Non, monsieur, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage pour l'instant, donc j'essaie de faire... Oui. Monsieur, Oui. juste une question. La fonction de Bessel, نديروها باش نرسموا le spectre, c'est tout. نديروا هذيك la comparaison. Oui, les fonctions de Bessel vous permettent de trouver les amplitudes des raies de votre spectre lorsque votre taux de modulation est supérieur à 1, en modulation de fréquence. D'accord. Alors maintenant, je voudrais passer à autre chose. C'est que nous avons donc, dans le cours, nous avons discuté un petit peu, donc vous avez un petit peu compris comment ça marche en modulation de fréquence. Donc vous voyez que je viens de donner la formule à votre camarade. Je vous ai dit, donc si je veux faire une modulation de fréquence, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer une fréquence que j'appelle fréquence du signal modulé FI instantané, à partir de deux signaux, la fréquence FP du signal porteur et le signal lui-même. Donc ça veut dire que si je prends F de P et si je fais osciller F de P de part et d'autre avec les valeurs de S de T, je vais trouver les FI que je cherche et ce sont ces FI qui me déterminent donc mon signal modulé en fréquence. Est-ce que vous avez compris ça? Pour moi, oui, monsieur. Donc, ça veut dire en quelque sorte, maintenant, si je suis en train de faire ma modulation de fréquence, je suis obligé de trouver un dispositif électronique qui me permet de passer de FP à FI en faisant donc attention que je vais superposer sur FP à chaque instant une valeur de S de T. La S de T, c'est un signal temporel. Donc, ça veut dire à chaque instant, il a une amplitude, S1, S2, etc., une amplitude. Donc, si je veux calculer les différents FI, c'est-à-dire F1, F2, etc., je vais faire FP qui, lui, il est fixe. Et à chaque moment, je regarde quelle est la valeur de S de T, je l'ajoute à F de P pour trouver, par exemple, si je prends F1, ça sera donc F de P plus la valeur A1. Si je peux prendre A1 ou S1, appelez-le comme vous voulez, c'est-à-dire l'amplitude du signal à cet instant-là, du signal modulant. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de passer d'un mouvement temporel, qui est celui de S de T, et un mouvement fréquentiel, c'est-à-dire grâce à la variation du S de T, je vais créer une variation de la fréquence instantanée. Mais pour ça, il faudra que j'ai donc un dispositif qui me permet de faire ce passage. Donc, alors, c'est pour ça, généralement,
pour faire ce passage, il faut donc un dispositif linéaire. Ça veut dire qu'il faut que la relation qui existe entre le temps et la fréquence doit être linéaire. C'est quand je dis F égale F de P plus S de T, n'oubliez pas que F de P est une constante. Donc, si je fais Fi moins F de P, ça me fait une variation par rapport à F de P que j'appelle généralement df, la variation de la fréquence. Elle est égale à Ks de T. Donc, c'est la variation de cette fréquence qui est proportionnelle à S de T. Quand je fais D de F égale Ks de T, ça veut dire que la variation de ma fréquence est proportionnelle à mon signal temporel qui est S de T, le signal modulant. Donc, il me faut à tout prix trouver un dispositif qui me permet à chaque variation de mon signal temporel, il me calcule la variation correspondante de mon signal fréquentiel, c'est-à-dire ma fréquence en fait de mon signal modulé. Ça, c'est ce qu'on appelle la modulation de fréquence en quelque sorte. Maintenant, comment je vais faire ça? Généralement, ce qui est utilisé dans la littérature, c'est toujours le flanc, droite ou gauche d'ailleurs, on s'en fiche, de la cloche qui correspond à un circuit oscillant. Un circuit oscillant, c'est ce qu'on appelle le circuit bouchon ou le circuit RLC. Donc, si vous avez un circuit RLC, un dispositif électronique qui contient une résistance, une self et un condensateur en parallèle, si vous calculez sa fonction de réponse, c'est-à-dire en fait Z, en fonction de la fréquence, lorsque vous faites bouger la fréquence, Z va bouger, donc Z donc il dépend de la fréquence. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une cloche. Donc vous allez trouver une cloche, et cette cloche, donc, elle a une fréquence qu'on appelle fréquence de résonance. Cette cloche, elle a une amplitude maximum. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas, je parle, mais je ne sais pas si c'est clair ou non. Oui, monsieur, c'est clair. Donc si je regarde, donc c'est dommage que je ne peux pas le voir. Par rapport à WebEx où je peux écrire comme je veux et tout, ici je suis un petit peu handicapé avec ce Google Meet parce que je ne sais pas comment vous présenter les choses. Si j'ai envie de faire un schéma ou quelque chose comme ça, je ne sais pas le faire. Alors, je vais regarder encore une fois ici. Est-ce qu'il y a possibilité d'écrire sur ça? Pourtant, je suis sur... Je crois que c'est un problème au niveau du monde. Ah tiens, finalement, je crois que je vais faire comme ça. Alors, donc, alors, qu'est-ce que je disais il y a un instant? Donc, je disais, si je prends donc un circuit RLC, un RLC, est-ce que vous voyez ici que j'écris là? Oui, monsieur. Donc, si vous voyez un circuit, donc regardez quelque chose qui fait comme ça, donc ici, R, et là, donc vous voyez une self, voilà. Donc, si vous rentrez ici une tension et que vous faites sortir une tension ici, si vous appelez ça c'est Z, c'est-à-dire l'impédance de votre circuit, si vous faites sortir ici votre tension, qu'est-ce que vous allez trouver? Tout simplement, vous allez trouver que, alors, donc ici, si vous tracez l'impédance Z de J oméga, alors, attendez, je vais essayer de gommer tout ça. Ça, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, donc je vais essayer. Donc si je trace, si vous voulez, si je trace par exemple donc l'impédance Z de J
Z de J oméga. Oh. Ah, je vais le partage ici. Donc, si je trace donc mon circuit, donc vous voyez que, par exemple, si je prends ma fréquence de résonance, qui va être à ce niveau. Alors, donc ici, donc vous voyez, si je mets par exemple la fréquence de résonance ici, la fréquence de résonance, donc je vais avoir ma cloche qui va faire comme ceci et qui va faire comme ceci. Donc vous voyez là, donc ici c'est l'amplitude donc maximum. Cette amplitude maximum, elle est obtenue pour Z égale à R. Donc ça c'est à la R égale à la résonance. Oui. Il n'y a pas de partage. Vous n'avez pas de partage ici? Oui, monsieur. Ah, attendez. Bon, je crois que je peux voir. Est-ce que maintenant... Et là? Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc, j'étais juste en train de vous expliquer que donc vous avez l'impédance de votre caractéristique qui a une courbe de réponse comme ça, c'est-à-dire que Z varie dans le domaine fréquentiel de cette manière-là. Donc, vous voyez que si je prends, par exemple, ici, je prends ce qu'on appelle le flanc de la courbe ici, c'est qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, donc vous voyez, donc pour Z compris entre ces deux valeurs, c'est-à-dire Z maximum et Z minimum, je pourrais donc à chaque valeur de Z, je pourrais lui associer une valeur de F. Donc vous voyez linéairement, par exemple si je prends ici Z, prenons par exemple pour la fréquence par exemple qui correspond à la porteuse. Supposons que la porteuse elle est ici, F de P. Si la porteuse F de P elle est là, donc ça veut dire que cette porteuse elle aura une valeur ici Z de P. Ça veut dire que Z de P, la valeur de Z qui correspond à la fréquence F de P, donc vous voyez que si je fixe ma fréquence, cette courbe va me permettre de donner une correspondance pour la fréquence F de P, une valeur de Z. Donc Z, c'est une valeur, si vous voulez, c'est une amplitude. F est une fréquence. Donc vous voyez que vous allez avoir la relation entre une fréquence et une amplitude que vous avez ici. Une fréquence avec une amplitude. Maintenant, si je garde la limite ici, je prends une autre fréquence qui est ici par exemple, je monte là, donc vous voyez que je vais obtenir encore un autre Z, par exemple Z1, etc. Donc je peux donc en quelque sorte, si je me mets sur cet intervalle ici, vous voyez, cet intervalle de fréquence, je pourrais donc ici trouver cet intervalle, cette courbe linéaire qui me permet d'obtenir ici un intervalle d'amplitude. Donc, vous voyez, à cet intervalle de fréquence, grâce à cette courbe qui est ici, je pourrais trouver sa correspondance en fonction de Z. C'est cette relation qu'on va utiliser pour faire notre modulation. Donc, ça veut dire en quelque sorte que
en quelque sorte, si je veux, alors ici, je ne sais pas si je peux monter. Bon, je n'arrive pas à monter. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que je viens de vous dire ici? Allô? Allô? Oui, monsieur. Est-ce que vous suivez? Vous suivez ou vous ne suivez pas? On suit, monsieur. C'est trop, peut-être c'est trop bruyant. Je vais essayer de vous enlever tout ça. Alors, donc, pourquoi je vous fais ça? C'est pour vous expliquer que cette courbe que je viens de vous donner là, la courbe du flanc de notre circuit RLC, vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour faire de la modulation, ça veut dire le passage modulation, c'est que vous avez un signal S de T que vous allez transmettre en une fréquence que vous allez mettre dans un cosinus que vous allez envoyer. Donc ça, c'est la modulation. Mais la démodulation, vous recevez cette fréquence et vous devez récupérer le signal. Et à ce moment-là, on va utiliser la même courbe, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à chaque fréquence qu'on va récupérer, on va essayer de retrouver le signal modulant qui lui correspond. Donc, vous voyez un petit peu l'avantage d'une telle technique. Donc, en quelque sorte, je vais essayer de voir ici comment je vais faire. OK. Alors, donc, en quelque sorte, si je veux faire une modulation FM, vous voyez, si je veux faire une modulation FM, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai mon signal ici, mon signal BF, hein, qui a cette allure qui est comme ça. Voilà. Mon signal appelé S de T, si vous voulez, hein, c'est S de T. Hein. S de T, donc ici c'est T, et ça c'est votre signal, donc qui est comme ça. Donc, ça veut dire que je vais créer un signal ici modulé. Ce signal modulé, donc, il aura donc une variation de fréquence. Donc, vous voyez que lorsque nous avons donc ici quelque chose comme ça, donc cette variation de fréquence, elle va être donnée par le flanc de... Alors, si je prends donc par exemple le flanc de tout à l'heure, c'est une droite comme ça. Donc, vous voyez que, par exemple, ici et là, donc vous voyez que ici c'est S, j'appelle ça S de T, hein, S de T. Donc, ça c'est S max et ça c'est S min. Donc, vous voyez que j'ai deux valeurs de S. De même, donc j'aurai deux valeurs ici, évidemment, de la fréquence. Ici, la fréquence. Donc, la valeur maximum ici de la fréquence va correspondre, donc ici, vous voyez, F plus, donc, delta F. Et en bas, donc, je vais avoir F moins delta F. Donc, vous voyez que, donc, si j'ai les deux fréquences intermédiaires, les deux fréquences limites, donc, il me reste tout ce qui est à l'intérieur. Donc, tout
ici j'ai S max et X min, alors tous les S qu'il y a à l'intérieur ici vont venir là et vont retrouver donc des delta, des F qui leur correspondent. Donc à chaque fois qu'on a ici une amplitude de S, on monte ici, grâce à notre courbe, elle va nous donner son correspondant en F. Donc vous voyez comment on va réaliser, ça c'est la modulation. C'est-à-dire que vous allez donc fabriquer, grâce à S de T, vous allez fabriquer des fréquences, et donc ce sont ces fréquences-là qu'on va envoyer pour pouvoir donc faire la transmission. Ça, c'est au niveau de l'émission FM, émission. Maintenant, si je veux regarder au niveau de la réception, je reçois mon signal modulé et il faudra que je récupère mon signal S de T. Et pour cela, je suis obligé d'aller vers mon circuit qui me donne cette rampe. Et chaque fois qu'il y a le signal qui arrive, je passe par cette rampe pour récupérer l'amplitude de mon signal utile. Donc, vous voyez un petit peu le travail inverse. Alors, donc, cette technique qui me permet de faire ça, on appelle ça, les dispositifs, ce sont des discriminateurs. On appelle ça discriminateurs, les dispositifs que nous allons utiliser pour extraire le signal utile à partir du signal modulé en fréquence. D'accord? Alors, parmi les discriminateurs, on peut trouver, donc, alors, bon, je vais rapidement, alors je vais effacer ça parce que je pense que tout le monde a vu ça. C'est pas évident pour moi de travailler avec ce bug. Je n'ai pas encore compris comment je dois faire les schémas. Il faudra que je regarde. Alors, donc, regardez, donc, en clair, donc, ça veut dire que si j'ai une tension, je dirais V de FM, c'est-à-dire mon signal modulé en fréquence, je vais l'envoyer donc dans un dispositif ici qui va être linéaire et il va récupérer donc le signal S de T. S de T. Donc vous voyez le but donc, si vous voulez, de la démodulation, c'est on reçoit donc le signal modulé en fréquence. Il nous faut donc un dispositif linéaire entre la fréquence de ce signal et le signal utile. Et donc, on va récupérer le signal. Donc, ça veut dire qu'on vient de dire un instant. Donc, si je prends V de FM qui est ici, donc ça veut dire que je vais correspondre donc F de P plus delta F et F de P moins delta F. Et cette valeur doit correspondre donc à Z max ici, c'est-à-dire en fait, nous, on va dire c'est l'amplitude maximum de S de T, donc c'est S de T max, d'accord, et S de T min. S de T max et S de T min. Donc alors, évidemment, ça ce sont les états extérieurs et extrêmes, les états extrêmes que vous avez, mais maintenant il y a tous les états de modulation entre F de P plus delta F et F de P moins delta F. Donc vous avez toutes les fréquences qui sont à l'intérieur, qui par le même processus, donc si celle-là me donne celle-ci, celle-là, donc j'aurai toutes les autres ici qui vont me donner les états intermédiaires. Donc je vais obtenir les états intermédiaires entre là. Donc c'est comme ça qu'on va faire donc notre démodulation. Alors maintenant, cette démodulation, on peut la faire mathématiquement parlant. Alors mathématiquement parlant, ça veut dire tout simplement qu'on va prendre le signal FM et on va
évidemment, dériver d'abord ce signal. Et une fois ce signal est dérivé, donc on va trouver un signal plus ou moins qui renferme notre signal utile que l'on veut récupérer. Et ce signal utile qu'on veut récupérer, il va se trouver en quelque sorte sur l'amplitude du signal. Donc vous voyez, quand je dis sur l'amplitude du signal modulé, ça veut dire en fait je suis sur une modulation d'amplitude. Donc c'est pour ça on dit, alors donc je vais effacer un peu ce que je viens de faire là. Alors, donc, je vais essayer de vous expliquer un peu plus ces choses-là. Donc, maintenant, ça, c'est le principe général que je viens de vous donner. Maintenant, on peut regarder un petit peu en détail ce principe-là et voir comment on peut... Alors, donc, si je prends, par exemple, ici, c'est dommage que je n'arrive pas à écrire avec mon stylo, mais bon, mais c'est mieux que rien, déjà. Donc, supposons que V de VFM, donc ici, V, pardon. Supposons que VFM peut s'écrire sous la forme, donc ici A, cosinus, donc de oméga P T, plus, qu'est-ce qu'on avait dit? Sifa Amma, on dit que c'est phi de T, c'est-à-dire la phase Sifa Amma. Alors, évidemment, ne pas oublier que phi de T, c'est lui qui contient l'information, donc c'est-à-dire que dans le cas qui nous concerne, supposons que phi de T, évidemment, c'est 2pi, alors KF, intégrale de notre signal S de T dt. Oh, pardon, alors si je mets entre 0 et t, il vaut mieux changer ici, mettre, je vais changer, il vaut mieux mettre ici U. U. U, donc SU, DU. Vous suivez là, jusque-là? Allô? Allô, allô, allô? Oui. Oui, monsieur. Est-ce que vous arrivez à suivre jusque-là? Oui. Donc, vous voyez que je vais remplacer maintenant dans Vm de f, je vais remplacer phi de t par sa valeur. Donc, vous la voyez ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dériver le signal VFM. Je vais le dériver. Bon, je ne vais pas vous faire toute la dérivée parce qu'on va rester là. Mais je vais vous donner la solution de cette dérivée. Alors, donc ici, si je dérive, je vais trouver... Alors, attendez voir. Alors, donc, D de VFM sur DT. Donc, vous voyez, je réécris sur la forme directement. Et donc, ici, ça va être ici. Là, je fais alors la dérivée donc ici de ce signal-là. Donc c'est, alors vous voyez que c'est égal donc à 2pi. Je vous donne le 2pi a. Alors vous trouvez donc ici f 0, c'est-à-dire f de p, hein, ou bien f de 0, plus alors ici k s de t. S de t. Donc ça c'est, oui,
Donc, vous fermez. Multiplié par, maintenant, l'intégrale, c'est sinus de pi f de p, de pi f0 de t, plus θ t. Plus, donc, θ t, c'est-à-dire l'angle à l'origine. Alors, plus θ t. Donc, ici, je vais mettre plus θ t. Voilà, donc je ferme. Donc, alors, je répète. Donc, si je dérive, je vais trouver 2pi a, f0 plus k fois s de t, facteur de sinus de pi f0 de t plus θ de t. Est-ce que tout le monde arrive à suivre là? Allô? C'est clair ou non? Alors maintenant que vous avez ça, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous remarquez que vous avez 2pi a f0 ks de t qui est l'amplitude d'un sinus qui est 2pi f de s0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors évidemment, pardon, ici je me suis trompé, hein, c'est pas θ, c'est phi, je crois, phi, on a mis phi. Ici c'est phi, donc c'est la phase, c'est notre phase qui contient l'information. Attention ici, c'est phi de t. D'accord? Alors, je ne sais pas ce qui se produit, mais on dirait qu'il y a pas beaucoup qui sont en train de suivre avec moi. Hein.